Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 3 juin 2024. Voici les principaux titres. Il dénonce les assassinats et le verrouillage de l'espace politique et civique. Léonce Ngendakoumane a réagi dans le cadre du mois de juin baptisé Mois de la démocratie par le Frodebo. Vous allez suivre ce politique tout à l'heure. Et des cas de rougeole deviennent de plus en plus nombreux dans le pays. Nous allons également en parler. Au cours du journal, nous allons également évoquer le chef-lieu de la province Muyinga qui fait face à une pénurie d'eau potable depuis plus d'une semaine. Voilà pour le sommaire. Le développement du journal, c'est tout de suite. Page sécurité pour commencer. Certains habitants du quartier Kajiji de la zone Kanyosha située en mairie de Bujumbura accusent des Imbonerakure et certains administratifs de perturber la sécurité. La nuit dernière, une sentinelle d'une pharmacie de la localité a été passée à tabac. Éloge Divin Remesha nous en dit plus. Le quartier Kadidji de la zone Kanyosha connaît ces derniers jours un groupe qui perturbe la sécurité durant les heures de la nuit en malmenant de paisibles citoyens. Des sources de la RPA au niveau de cette localité révèlent que ce groupe composé d'Imbonerakure et certains administratifs malmènent qui il veut et ce pendant leur patrouille nocturne. Ce dimanche soir, ce groupe a battu sérieusement une sentinelle de la pharmacie dénommée Twitewa Magara. Cet habitant de Kadidji précise qu'au sommet de ce groupe s'ajoute un administratif nommé Vincent Dikumana. La nuit dernière, le responsable des notables collinaires nommé Vincent Dikumana, accompagné d'Imbonerakure, a frappé sérieusement une sentinelle d'une pharmacie et lui ont ordonné d'entrer à l'intérieur de la pharmacie. Ils ont fait cela alors qu'il y a monté des cas de vol dans notre localité. Et ce qui est sidérant, ces vols augmentent alors que ces gens font des patrouilles et rondes nocturnes pour soi-disant assurer la sécurité. Les habitants de Kadidji font savoir aussi qu'ils sont frustrés par le fait que ce groupe est intouchable. Des propos qu'ils prononcent sur base d'un autre cas qui est arrivé en un habitant de Kadidji qui s'est vu malmené récemment et dont les administratifs n'ont pas voulu secourir. Il y a quelques jours également, ces Imbonerakure ont tabassé durant la nuit une autre personne. Les voisins ont demandé secours aux administratifs, mais personne n'a réagi. On ne comprend pas comment ils peuvent tabasser une sentinelle alors qu'ils assurent la sécurité qu'eux-mêmes ils se vantent d'assurer. On trouve que leurs actions sont contradictoires à l'air dur. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre les autorités de la zone Kanyosha, dont Minani Ferdinand, qui dirige le quartier Kadidji, pour recueillir leurs réactions. Puisque nous parlons de sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 2 cas d'assassinat dans 2 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. Les 2 victimes étaient des enfants. Le premier enfant a été retrouvé mort tout près de l'école fondamentale Nyakiga en zone Muriza. C'est dans la commune Wutaganzwa en province Ruyigi. C'était jeudi dernier. Nos sources à Moriza indiquent que la victime avait beaucoup de blessures. Le propriétaire du champ dans lequel le cadavre a été découvert a été arrêté pour des raisons d'enquête. La seconde victime était de la province Rutana. Nadege Irangaviye, âgée de 6 ans, a été retrouvée morte sur la colline Murama en commune Bukemba. C'était mercredi dernier. La victime était introuvable depuis 6 jours. Dans un instant, nous parlons santé. Je vous le disais en titre, les cas de personnes souffrant de l'épidémie de la rougeole continuent à augmenter dans le pays. 30 personnes souffrant de cette maladie ont été admises à l'hôpital public de la commune et province Rumongue. Le ministère de la Santé publique envisage de démarrer une campagne de vaccination contre cette épidémie pour les enfants de moins de 5 ans. La campagne devrait se faire du 13 au 17 juin dans Niclair. Il a trouvé.
L'hôpital de la commune et province Lumongue enregistre plusieurs cas de l'épidémie de rougeole. Notre source fait savoir que depuis quelques mois, les cas de rougeole ne manquent pas au service de la pédiatrie. Les cas de rougeole sont réellement observés à l'hôpital de Lumongue. Par exemple, mardi, il y avait 8 malades. Lorsque les uns rentrent, d'autres y sont admis. C'est presque un cycle répétitif, et cela depuis près de 5 mois. La même source signale que certains enfants atteints de cette épidémie ne sont pas amenés dans les structures sanitaires et demande à cet effet l'intensification des campagnes de sensibilisation pour lutter efficacement contre cette épidémie. Il y en a ceux qui ne vont pas à la sécurité sanitaire et d'autres qui restent malades alors qu'ils s'étaient rendus à l'hôpital. Une femme m'a dit que son enfant est encore malade alors qu'il avait été hospitalisé. Dans ce cas, alors, il faut intensifier la sensibilisation. Qu'on ne se limite pas seulement à de simples communiqués pour éradiquer cette maladie. Les cas de l'épidémie de rougeole sont aussi enregistrés dans les différentes provinces du pays. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida organisera en date du 13 au 17 juin une campagne de vaccination contre cette maladie. Les groupes ciblés sont les enfants de 6 mois jusqu'à ceux de moins de 5 ans. Ils bénéficieront aussi la vitamine A contre la cécité et l'albendazole pour le déparasitage. Puisque nous parlons santé, ce secteur a été affecté par la fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda en commune Rugombo de la province Cibitoke. Des Burundais qui se rendaient de l'autre côté de la rivière Ruhwa pour se faire soigner sont nombreux. La situation est très gênante pour ces habitants de Rugombo parce que même les frontières entre le Burundi et la RDC sur la rivière Rusizi n'ont jamais été réouvertes depuis la période de la Covid-19. Plus de détails avec Elvis Nyomungere. Au nord de la commune de Gombo, en province de Cibitoke, se trouve la rivière Ruhwa qui forme la frontière naturelle avec le Rwanda. À l'ouest, il se trouve la rivière Rusizi. Elle forme la frontière avec la République démocratique du Congo. Parmi les activités commerciales, ces deux frontières étaient également utilisées par les habitants de la commune de Gombo pour des raisons de santé. Ils traversaient quelquefois ces frontières pour aller se faire soigner. Dans la localité de Bugarama, par exemple, au Rwanda, les hommes se rendaient pour certaines maladies. Des fois, nous allions nous faire soigner à Bugarama, puisqu'il y a de meilleurs médecins puisqu'ici chez nous au Burundi. Vous comprenez alors que notre santé est en danger à cause des frontières qui sont fermées et c'est un problème. Lors des infections urinaires et d'autres maladies qui attaquent le bas-ventre, par exemple, l'on faisait recours à des structures sanitaires du Rwanda. Actuellement, il n'est plus possible de se rendre au Rwanda parce que les frontières sont fermées. Le Congo avait également cette spécialité qui attirait les Burundais. Malheureusement, là aussi, les frontières sont fermées depuis très longtemps. Nous nous rendions au Congo pour nous faire opérer et venir chez Munimbarimba. Mais actuellement, il n'est plus possible. D'aucuns meurent suite à la fermeture des frontières. La frontière avec le Congo, côté de la rivière Rusizi, est fermée depuis la période de la pandémie de Covid-19. Le Burundi n'a jamais pensé à sa réouverture. Et du côté Rwanda, c'est le gouvernement burundais qui a pris la décision unilatérale de fermer ses frontières avec le Rwanda depuis janvier 2024. Passons à la politique sans transition. Le démantèlement d'un État qui tue et qui exile ses citoyens était l'objectif principal de feu président Melchior Ndadaye et ses compagnons en créant le parti Sarwanya Frodebu. Propos du politique Léonce Ngendakumana, ancien président de ce parti. Il réagit au moment où le mois de juin a été choisi par le Frodebu comme mois de la démocratie pour rendre hommage au président Ndadaye. Suivez plutôt Léonce Ngendakumana. Le 1er juin de chaque année, le parti Sarwanya Frodebu commémore la victoire de la démocratie au Burundi, victoire qui repose sur le respect des piliers de la démocratie, à savoir les partis politiques,
la société civile, les médias, les élections, pas n'importe quelle élection, mais les élections apaisées, les élections libres, transparentes et démocratiques. Le FRODEBO a fixé un mois de la démocratie, donc tout le mois de juin, pour se rappeler de l'œuvre et de l'héritage du président Melchior Ndadaye. Ce que le président Melchior Ndadaye a fait pour arriver à cette victoire de la démocratie. Et ce qu'il nous a légué. Le président Melchior Ndadaye, quand il a constaté que la société burundaise est minée par le toutsisme et le hutisme, qui étaient en compétition, allait s'imposer comme un mode d'accès et de gestion du pouvoir, et qu'avec cela, il y avait un risque qu'il y ait une polarisation dans le pays des deux ethnies, et qu'en ce moment, il n'y aura ni paix, ni développement, ni réconciliation, ni justice. Le président Melchior Ndadaye, avec ses compagnons de lutte, ont décidé de créer le parti Sahwanya FRODEBO pour qu'il soit instauré au Burundi un état de droit, un état qui repose sur les lois, un état qui repose sur la démocratie. Et que au Burundi, il y ait, par voie de conséquence, une société juste et équitable pour tout le monde, où chaque citoyen, où chaque Burundais doit vivre en paix et en sécurité, où chaque Burundais doit être protégé, doit jouir de ses droits, de ses libertés, indépendamment de ses appartenances. Voilà le type de société que Ndadaye Melchior et ses compagnons de lutte voulaient instaurer au Burundi. Dès lors de cette commémoration, de cette célébration, le FRODEBO passe en revue l'étape déjà franchie dans la poursuite et l'achèvement de l'œuvre de Ndadaye, donc de son héritage, et il évalue l'état des partis politiques dans ce pays, l'état de la société civile, l'état des médias, l'état des élections, l'état de l'équité, la lutte contre l'exclusion, la lutte contre le génocide. Tout ça, le FRODEBO procède à l'évaluation. Léonce Ngendakumana indique qu'ils ont constaté que le Burundi se trouve dans une situation d'incertitude. Il parle des cas d'assassinat et de l'espace politique et civique qui est verrouillé. Suivez encore une fois Léonce Ngendakumana. Le constat est amer. Il est bien évident que le constat est amer dans la mesure où le Burundi se trouve dans une situation de ni guerre ni paix. Des personnes continuent à être assassinées, à être enlevées, et trouvées sous forme de cadavres le lendemain. L'espace politique est verrouillé pour les partis politiques et pour la société civile, pour les médias, pour la population, pour les confessions religieuses, on le voit. Il y a des impositions, des lois qui imposent, des lois liberticides qui imposent à toutes ces catégories de fonctionner comme le parti au pouvoir le veut. Et on constate également d'autres obstacles qui handicapent la poursuite de l'œuvre du président Melchior Ndadaye, donc le renforcement de l'état de droit et de l'état démocratique au Burundi. C'est notamment ceux qui ont accepté la démocratie à contre-cœur et qui ont certainement orchestré le coup d'état sanglant du 21 octobre 1993 et qui a emporté beaucoup de vies humaines, des citoyens innocents, et qui a provoqué aussi la naissance de nouveaux phénomènes au Burundi comme les mouvements politiques armés qui ont cru malheureusement à la force du fusil, à la force de l'arme par rapport à la démocratie, à la force de l'arme à la raison, et qui semblent imposer aussi la dictature militaire comme voie de gestion du pays, qui impose la fraude électorale, la manipulation des processus électoraux. On a constaté malheureusement également qu'il y a eu naissance des partis politiques, naissance des organisations de la société civile et des médias, qui se réclament partis politiques et sociétés civiles et médias, mais qui en réalité sont des groupements du parti au pouvoir, des groupements antidémocratiques. Ça, c'est un obstacle majeur à l'éclosion de la démocratie au Burundi. On a constaté également que la constitution qui a été votée, la constitution de juin, dire que ça a été voté, ça serait trop dire, la constitution de juin 2018 a reconcentré tous les pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire dans les seules mains du chef de l'État. Imaginez-vous. Dans un instant, nous parlons gouvernance.
L'hôpital Kira vient de perdre l'un de ses principaux bailleurs. La mauvaise gestion et les détournements de fonds devenus monnaie courante au sein de cette structure sanitaire seraient derrière ce retrait. Josiane Mouzanez. Ces accords qui viennent d'être rompus étaient entre Kira Hospital SA et DEG Impulse, qui est une agence de coopération allemande pour les pays en voie de développement, comme on peut le lire dans un email ayant pour objet avis de résiliation de la convention de développement entre DEG Impulse et Kira Hospital SA daté du 29 septembre 2021. Il est reproché au nouveau dirigeant de l'hôpital Kira d'avoir fait la sourde oreille en ne donnant pas suite au courriel leur envoyé par DEG Impulse. En effet, le DEG Impulse dit avoir écrit à 3 reprises à Kira pour lui demander de lui fournir les documents requis avant le déblocage de la deuxième tranche d'une aide de 1,6 million d'euros convenue entre les deux parties, mais aucune réponse ne lui a jamais été donnée. Entre autres documents exigés figuraient un certificat d'autorité et de compétence rempli et signé, le dernier certificat d'incorporation indiquant clairement le nouveau président et le nouveau directeur général autorisés à signer au nom de Kira Hospital SA, la dernière liste des administrateurs ainsi que la dernière structure de l'actionnariat, ainsi qu'une signature du rapport d'audit du nouveau consultant d'audit du projet appelé CFA, confirmant son accord avec les coûts réels du projet. Selon cette correspondance dont la RPA a pu se procurer une copie, le délai limite d'envoi de ces dossiers était fixé au 8 avril 2024, un délai qui a été prolongé d'une semaine pour donner une dernière chance à cette structure sanitaire qui peine à se maintenir à flot, mais rien n'y fut. N'ayant pu obtenir les documents exigés comme stipulé dans le contrat, le DEG Impulse s'est vu dans l'obligation de résilier le contrat, et ce, à dater du 23 mai 2024. Pour certains actionnaires de l'hôpital Kira, cette rupture va porter un coup fatal à cet hôpital, qui financièrement parlant est au bord du gouffre, juste parce que les actuels dirigeants ont détourné plus d'1 million d'euros constituant la première tranche du financement. Pour rappel, lors d'une inspection effectuée par les envoyés de la DEG Impulse au mois de mai 2023, l'équipe dirigeante, c'est-à-dire le président autoproclamé du conseil d'administration Charles Ndagijimana, ainsi que le nouveau directeur de l'hôpital Kira, le docteur Sylvain Pierre Nzeimana, ont donné comme pièce justificative un matériel acheté en l'an 2015, faute d'avoir pu prouver ce à quoi l'argent estimé à plus d'1 million d'euros a servi. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olicom déplore qu'il n'ait pas été associé dans l'élaboration du projet du budget de l'État exercice 2024-2025. Dans un point de presse animé aujourd'hui, Gabriel Roussiri, président de l'Olicom, indique que ce projet du budget n'a pas respecté certaines règles de la politique budgétaire. D'abord, le budget général de l'État doit être un miroir de la vision du gouvernement exprimée en chiffres. En fait, si vous voulez voir comment un gouvernement respire, il faut seulement aller voir dans le budget. C'est la raison pour laquelle l'Olicom était très satisfait quand il a été contacté par la présidence en vue de donner nos contributions. Malheureusement, on a juste participé dans la première séance quand on nous a présenté juste les idées préliminaires, mais on n'a pas eu d'abord un retour de cadrage budgétaire de façon officielle, on n'a pas eu des échanges, des discussions avec les services concernés. C'est pour cette raison que l'Olicom va vous dire ce que nous souhaitons voir dans le budget général de l'État, exercice 2024-2025. D'abord, le budget général de l'État doit obéir à certains documents de politique, que ce soit au niveau national et au niveau international. En premier lieu, le budget général de l'État doit obéir aux objectifs du développement, les ODD, à l'agenda de l'Union africaine 2063, au pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturel, doit obéir à la vision 2040-2060, doit obéir au plan de développement révisé et aux principes du budget programme. Donc un budget normalement équilibré. Donc comme je le disais, il est extrêmement important de savoir exactement ces documents que le budget doit obéir. Le budget n'est pas élaboré comme ça d'arrêt. Le budget doit obéir à ces instruments nationaux et internationaux. Par exemple, quand on parle du pacte international relatif aux droits socio-économiques, on veut dire quoi? On veut dire
la satisfaction des 4 besoins fondamentaux de l'homme. Gabriel Roussiri ajoute que l'élaboration à huis clos du budget de l'État n'a abouti qu'à un budget de loisirs au lieu de répondre aux besoins de la population. Dans le cadre du budget citoyen, il devait y avoir des consultations avec la société civile et d'autres partenaires pour qu'ils puissent donner leurs points de vue. Dans le cadre de voir que le budget qui est en train d'être élaboré respecte les 5 documents que je viens de vous parler. Encore une fois, je voudrais le répéter parce que c'est très important. C'est le pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels. C'est l'agenda de l'Union africaine 2063. C'est la vision du Burundi émergent en 2040 et du Burundi développé en 2060. Mais aussi du plan national pour le développement et au principe du budget programme. Je voudrais d'abord revenir sur le budget programme. Avant que j'arrive au budget programme, je voudrais vous dire que tout le budget que le gouvernement élabore doit obéir, certes, à la vision, aux 5 piliers de la vision, mais aussi aux 22 objectifs. Les 22 objectifs qui se trouvent dans la vision. Malheureusement, quand nous regardons le budget qu'on a eu dans l'informel, nous voyons que toujours le budget, au lieu que le budget soit orienté vers le développement, c'est-à-dire orienté vers le secteur porté de croissance, le budget est orienté vers la consommation, malheureusement. De son côté, l'organisation PARSEM appelle le président de la République à prendre toutes les mesures contraignantes qui s'imposent pour combattre la corruption et le détournement des fonds publics à l'origine de la misère et la pauvreté des Burundais, réagissant à la politique monétaire de la BRB pour le premier trimestre de l'année 2024. Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, regrette le fait que cette présentation ne coïncide pas avec les conjonctures actuelles de la situation économique du pays. D'abord, le constat est que la BRB devrait faire un effort au niveau de ses services statistiques pour présenter un rapport de la période proche avec la période dans laquelle nous nous trouvons. C'est un peu anachronique de constater qu'on présente le rapport sur la liste de politique monétaire premier trimestre alors qu'on est déjà à la fin du deuxième trimestre. Ça veut dire qu'on traite les données dans une période qui n'est pas correspondante. Parce que je constate que malgré quelques avancées constatées petit avancée au niveau des réserves de change de 3 semaines à 1 mois, on constate que la situation reste alarmante au niveau de la pénurie des devises. Au niveau de l'inflation, la situation continue à être alarmante aussi. L'inflation est toujours galopante. Tous les produits sont frappés par une augmentation des prix, les planches, les matières de construction, partout, suite même à cette pénurie de devises et aussi à cette arrêté des produits. On voit les produits bandits et le coût du transport. Maintenant, au niveau même du transport, les gens sont embarqués comme des indagaras, c'est vraiment horrible. Mais aussi la Banque centrale devait prendre ses responsabilités au niveau de la bonne gestion des devises. Si on se targue d'avoir fait augmenter le nombre de réserves de change, et pourquoi ne pas prioriser l'importance des produits stratégiques comme le carburant? Pourquoi toujours des prix d'attente? Il faut une gestion saine de devises disponible. Donc une réglementation. Présenter un rapport hebdomadaire, mensuel sur l'utilisation des devises disponibles. Cette réglementation devait guider la gestion des devises. Et puis il faudrait qu'il y ait des services de contrôle. Il faut que la BRB aussi prenne l'habitude de commencer des études pour prouver la mauvaise ou la bonne utilisation des devises et mettre des recommandations. Même un audit d'une étude indépendante devait être organisé pour voir comment la Banque centrale travaille dans son indépendance, surtout aujourd'hui qu'elle est le de la présidence de la République. Ça veut dire que dans ce cas, son instrumentalisation politique ne peut pas manquer. Outre cela, PARSEM lance un appel surtout au président de la République parce qu'il est au-dessus des institutions de prendre toutes les mesures pour stabiliser la situation et commencer à inverser la tendance. Le président de la République devait prendre des mesures fortes à la main à la nomination d'un nouveau gouvernement, des hommes compétents, capables de prendre des mesures pour endiguer cette situation. Il faudrait surtout l'élaboration de la stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption. Ça pourrait crédibiliser le gouvernement face aux partenaires techniques et financiers. Et nous lançons un appel aussi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement pour vraiment prendre toutes les stratégies pour que la stratégie nationale de la coopération en vue d'élaboration accouche des résultats concrets.
Aussi, le ministère des Finances est conseillé pour impulser une dynamique de réforme, de la bonne gestion de la chose publique, la transparence dans la des finances publiques. Cela pourrait aussi crédibiliser l'action gouvernementale au niveau de la gestion des finances publiques et partant mobiliser des financements substantiels. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 3 juin 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.